Muy buena tarde, señoras y señores, amigos. Estoy muy emocionado por este premio maravilloso, por tus palabras, querido Rui, por vuestros elogios excesivos. Gracias a Elena Vaz de Silva también por pensar hacer un premio para favorecer la cultura. Je vais continuer en français parce que mon portugnol n'est pas très bon. Je crois dans le pouvoir de la musique, comme Dostoïevski croyait dans le pouvoir de la beauté. Il avait dit que la beauté sauverait le monde. Mais pourquoi alors, dans un monde qui a tant de beauté, tant de belle musique, nous allons si mal? Je crois aussi que la culture, l'art, n'ont pas de sens que s'ils font possible de se servir à la société, de servir à l'être humain. Pourquoi alors nous vivons dans une époque où il y a plus de guerres que jamais il y a eu, où il y a plus de réfugiés que jamais il y a eu, 30 millions, où il y a plus de gens apatrides qu'il y a eu jamais, dans lesquels de plus en plus, même dans notre premier monde, il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de vie, vraiment. Pourquoi, dans un moment où nous fêtons le 70e anniversaire de l'ONU, il y a 5 pays qui sont en train de bombarder des autres pays sans avoir aucune autorisation. On a l'impression que nous vivons dans un monde dans lequel les choses, chaque jour, empirent. Et on a l'impression aussi que chaque fois que nous pensons à réagir, c'est déjà trop tard. Après le tragique attentat de 11 septembre 2001, nous avons vécu des réactions, une plus violente que les autres, quelquefois basées sur des mensonges. Et le résultat aujourd'hui, c'est que nous avons plus de terrorisme que jamais on pouvait imaginer. Nous avons aidé à créer l'État islamique et nous avons aujourd'hui plus que jamais des conflits qui semblent impossibles de régler. Donc comment on peut, quelquefois je me demande comme musicien, comment on peut aider à que ce monde qui est en train de s'autodétruire puisse changer. Je crois vraiment que la beauté associée à la spiritualité peut faire de nous des meilleures personnes. Mais tant qu'il y a des bombes qui tombent, la musique ne peut rien faire. Tant qu'il y a des attentats, la musique ne peut rien faire. Je pense que c'est un moment de l'histoire de l'humanité où il faut peut-être réfléchir. Nous avons des problèmes de réfugiés, nous avons des problèmes politiques, nous avons des problèmes économiques, nous avons des problèmes de l'écosystème. Et l'impression que nous avons, c'est qu'on réagit toujours trop tard. On ne sait pas si on pourra encore sauver la destruction de notre planète qui se produit chaque jour avec la cape d'ozone qui diminue, avec les glaciers qui se défont. Mais on a l'impression que malgré la bonne volonté, on n'arrive pas à trouver les moyens de résoudre ça. Donc je suis pas un pessimiste total, je suis simplement réaliste. Et je me demande comment nous, avec la musique, avec l'art, avec la culture, on peut servir à que les choses s'améliorent. Je crois que cette initiative, comme le prix Elena Vaz de Silva, c'est une initiative importante parce que met la culture et la défense du patrimoine dans une des options importantes. Mais il faut que nous soyons aussi conscients que l'Europe, aujourd'hui, n'est pas encore la culture au centre de ses besoins principaux. Nous avons une Europe qui est économique, qui est des États politiques.
nous avons l'euro, nous avons la libre circulation, mais la culture reste le domaine privé de chaque État. Nous n'avons pas vraiment une conception de la culture dans laquelle on peut mettre la diversité de la culture au service des citoyens de l'Europe. Et je pense que surtout, si je pense maintenant à la musique, la situation est encore un peu plus compliquée parce que l'histoire de la musique est un peu spéciale par rapport aux autres arts. Nous avons vécu jusqu'à pratiquement les premiers débuts du XIXe siècle en pensant que chaque compositeur était le meilleur et que chaque nouveau compositeur faisait oublier les anciens compositeurs. Si vous lisez la vie de Metastasio, Haydn et Mozart, de Stendhal, vous liserez qu'il parle de maintenant deux grands compositeurs qui ont porté l'art de la composition au plus haut niveau. C'est pas comme ces Allemands qui faisaient des musiques tellement chargées d'accords qu'on ne pourrait rien comprendre, ou ces Espagnols de pays du soleil dans lesquels, bizarrement, les pays des guerriers et poètes, comme le cite, ils n'ont produit aucun musicien de génie. Ils parlent des Anglais qui n'ont pas de mélodie, des Russes, etc. Il a, pour Stendhal, toute l'histoire de la musique antérieure à Mozart, ça n'a pas existé. C'était une musique archaïque qu'on avait oubliée. Il y a un moment qu'on change, et c'est 1829, quand le jeune musicien et directeur d'orchestre Félix Mendelssohn Bartholdy dirige pour la première fois la Passion selon Saint Matthieu de Bach à Berlin. Ça arrive dans un moment aussi où l'Allemagne a les plus grands poètes, Goethe a les grands philosophes, et c'est un moment que ça permet à l'Allemagne de prendre conscience aussi de son patrimoine culturel. Mais c'est surtout la première fois qu'on joue une partition vieille de 100 ans, et on se rend compte que cette partition, malgré être si ancienne, elle est si moderne, elle est si extraordinaire. Et ça, c'est un des grands changements qu'il y a eu dans notre époque moderne. Ça passait plus de 100 ans jusqu'à qu'on a reconnu que ces répertoires anciens avaient besoin aussi d'être interprétés avec des instruments et des techniques appropriées à le style de chaque époque. Nous sommes donc, après la Deuxième Guerre mondiale, à un moment où presque personne connaissait le nom de Monteverdi. Nous n'en parlons pas de Machaut ou des autres Josquin. Et là commence cette aventure que je considère comme une vraie renaissance musicale. C'est-à-dire au moment où nous commençons à récupérer la mémoire des grands moments de l'histoire musicale européenne. Mais ceci n'est pas encore assumé par la majorité des ministères de culture de la plupart des pays européens. Parce que dans tous les pays européens, avec la France un peu exception, la musique se centre avec l'idée culturelle du XIXe siècle. Orchestre symphonique, théâtre d'opéra. Et le 90% des patrimoines de financement se destine surtout à une époque de la musique qui va entre 1780, 1760 jusqu'à notre temps. Tandis que la musique qui va de 1780 jusqu'au Moyen-Âge est laissée à l'initiative privée. Et je pense que ça, c'est une des signatures encore que l'Europe doit changer si on veut que les musiques de ces époques anciennes soient vraiment récupérées, soient accessibles au peuple, à tout le monde. Parce que sinon, ça sera comme aujourd'hui. Je suis sûr que des 40 millions d'Espagnols qu'il y a en ce moment, ou quelqu'un de plus, il n'y en a pas plus de 10 000 qui ont une fois, je suis très optimiste, qu'une fois dans leur vie, ont eu l'occasion d'écouter une œuvre de Thomas Luis de Victoria ou de Cristóbal de Morales. Pas plus. Et si on continue comme ça, ce sera la même chose pendant les prochains siècles. Je pense qu'il y a en ce moment, on a besoin de trouver que la culture soit accessible et que aider les gens qui font la culture la fassent accessible au plus grand monde. On sauvera, je pense, non, cette dérive que nous avons en ce moment en Europe, cette augmentation des partis europhobiques, des xénophobes,
si on est capable d'éduquer les gens depuis l'enfance avec l'apprentissage essentiel du respect des autres, de l'éthique. Et ça, c'est la musique a un rôle très important à jouer. Je pense que vraiment, apprendre la musique, la culture dans les jeunes enfances, ça donne une base formidable pour apprendre au dialogue entre différentes cultures. Le dialogue entre les différentes cultures est seulement possible si on ne pense pas que notre culture est plus importante que les autres. Il n'y a pas de dialogue possible si nous croyons que notre culture est plus importante. Donc c'est la première chose, je pense, qu'on apprend comme musicien. Si on est avec des autres musiciens, on doit apprendre à s'écouter, à se respecter, à se mettre d'accord et à réagir ensemble sans vouloir opprimer une autre. Et je pense que ça, c'est un apprentissage de vie fondamental. Je me souviens que Menuhin disait une fois, dans une classe chorale, il n'y a pas de racisme. Dans un chœur d'enfants où il y a des gens de toutes couleurs, il n'y a pas de racisme. Les gens vivent ensemble avec leur cœur l'émotion de la musique et la spiritualité de la musique. Donc je pense que je continue à croire quand même à les paroles de Dostoïevski que la beauté peut sauver l'homme. Mais il faut que nous soyons capables d'abord, je pense, d'arrêter les armes. Il faut qu'on soit capable, je pense, que les autorités qui ont cette responsabilité, qu'on soit conscient que la violence ne produit que la violence. Ça fait 5000 ans que nous sommes dans cette politique de réagir devant la violence avec la violence. Ça n'a jamais marché. Jamais. Il n'y a eu aucun conflit qui a fini bien pour toujours seulement avec la guerre. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, tant qu'on ne sera pas capable de savoir que sans la reconnaissance des erreurs, il ne peut pas y avoir de justice, et que sans cela, il n'y a pas de réconciliation possible, nous continuerons à avoir des conflits en Palestine, en Syrie, en Irak, en Afghanistan, en Afrique, etc., etc. Donc je pense que c'est un moment que tous les êtres humains doivent être conscients que notre participation dans la démocratie a une valeur très importante. Non seulement pour notre bien-être, mais aussi pour sauver, je pense, la démocratie d'une dégénération qui s'est produite ces dernières années et dans laquelle l'exemple de la Grèce reste un exemple vraiment triste. Vous savez que dans ces 5 dernières années, en Grèce, il y a eu une augmentation des suicides de tel point qu'il y a en ce moment plus de 2 suicides par jour ces dernières 5 années. Ça montre jusqu'à quel point des politiques imposées par des entités économiques ont poussé un pays qui est le berceau de l'Europe, le berceau de la démocratie, à une situation humaine extrêmement grave, dans laquelle beaucoup de personnes n'ont plus dans leur vie d'espoir et n'ont plus la dignité de pouvoir vivre de manière correcte. Je pense que ça, il faut réfléchir parce que la réalité des choses que nous vivons aujourd'hui dans la plupart des pays de l'Europe, c'est que ces tendances sont en train de continuer et sont en train d'augmenter. Statistiquement, nous vivons aujourd'hui dans des sociétés qui, chaque jour, la différence entre les pauvres, qui sont de chaque jour plus nombreux, et les riches, qui sont chaque jour plus riches, augmente. Et ça fait pas maintenant, pas seulement une année, ça fait beaucoup d'années. Et je pense que ça, c'est un exemple d'une démocratie qui ne a plus son rôle de démocratie comme était à l'époque athénienne, dans laquelle la démocratie est née justement pour donner au peuple la possibilité d'avoir une vie digne. J'espère que ces mouvements qui, en ce moment, qui a eu les indignés, ces mouvements qui viennent du peuple, puissent contribuer de manière digne aussi à rétablir un dialogue
démocratique et à faire que nous pouvons trouver des solutions pour ces graves problèmes que nous vivons aujourd'hui. Mais la musique servira toujours, et avec ça je vais finir, la musique servira toujours pour nous porter la paix dans notre cœur. Parce que finalement, ça c'est la fonction principale de la musique, c'est de nous apporter la paix. Et grâce à ça, la musique a servi à des millions de personnes dans le monde à survivre. Que ce soit des juifs séfarades, des Irlandais qui mouraient de faim, des personnes qui avaient la vie complètement désastreuse et qui, en chantant et en faisant la musique, trouvaient l'espoir et le courage pour continuer à lutter pour vivre. Merci beaucoup.